Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une question très concrète, presque terre à terre si j'ose dire. Comment on évalue une parcelle avant de se lancer dans la culture de l'avocatier? L'idée, c'est vraiment de transformer une simple visite en une véritable mission de reconnaissance, un peu comme un détective qui charge des indices. On va proposer une méthode en 10 points, une sorte de guide pratique. Et c'est crucial, oui, parce qu'en agriculture, et surtout avec l'avocatier qui est très exigeant, une erreur de casting sur le terrain, c'est quasi impossible à rattraper. On ne parle pas de petits ajustements, là, on parle de risques qui peuvent condamner un projet dès le départ. Un sol qui n'évacue pas l'eau, par exemple, va littéralement étouffer les racines. C'est la cause numéro un des échecs. Ah oui. On va voir comment déceler ça. Mais aussi, comment repérer une salinité cachée ou anticiper le risque Phytophthora. Ce champignon, c'est la hantise de tous les producteurs. L'antise, le mot est juste. Et ce qui est intéressant, c'est que pour cette première reconnaissance, on n'a pas besoin de grand-chose. Un carnet, un smartphone, une pelle si possible, une tarière et une bouteille d'eau. C'est tout. C'est tout. C'est à la portée de tout le monde. Alors, par où on commence, une fois qu'on est sur la parcelle? On commence par lever la tête. On regarde le paysage. Avant même de toucher la terre, il faut comprendre la topographie. La question la plus simple et la plus importante, c'est où va l'eau quand il pleut? Il faut vraiment s'imaginer un orage et visualiser les flux. D'accord. Est-ce qu'il y a des cuvettes, même légères? Une cuvette, c'est un piège à double détente, si je comprends bien. C'est là où l'eau stagne? Oui, mais c'est aussi là où l'air froid, plus lourd, va s'accumuler en hiver. Donc double risque. Asphyxie et gel. Exactement. C'est un cumul de problèmes. Il faut aussi chercher les bas-fonds, les traces de ruissellement. Et puis il y a un autre indice qui ne trompe jamais, une zone qui reste anormalement verte en plein été, quand tout le reste est sec. Ah, ça pourrait paraître être un bon signe, ça. En fait, c'est tout l'inverse. C'est la signature d'une humidité excessive en profondeur, d'un sol qui ne sèche jamais vraiment. Et ça, pour l'avocatier, c'est rédhibitoire. Donc, on a une première cartographie des flux d'eau. Ensuite, on baisse les yeux et on regarde ce qui pousse. Vous dites souvent que les mauvaises herbes sont en fait de précieuses informatrices. Ce sont les meilleurs bioindicateurs qui soient. La fleur spontanée, elle nous raconte l'histoire du sol. Si vous voyez une abondance de joncs, de prêles ou certaines plantes qui aiment avoir les pieds dans l'eau, ben le message est clair. Le sol est mal drainé. Voilà. Ce sol est lourd, argileux, et la nappe phréatique n'est sans doute pas très loin. C'est un indice très très fort. C'est fou de se dire que de simples plantes peuvent être un meilleur signal d'alarme qu'une analyse coûteuse au premier abord. C'est une sagesse un peu oubliée, non? Savoir lire la nature. On a tout à y gagner à réapprendre ce langage. Ces observations de surface, ça nous donne déjà une première impression. Mais maintenant, il faut creuser. On passe au test actif. Oui, et on commence par le test roi, celui qui ne ment pas. Le test d'infiltration. Alors, ça consiste en quoi exactement? On fait un trou et on regarde si l'eau descend vite? C'est l'idée, mais avec un protocole précis, pour que ce soit fiable. On creuse un trou, disons 30-40 cm de profondeur. On le remplit d'eau une première fois. D'accord. On laisse cette eau s'infiltrer complètement. Ce premier remplissage, il sert juste à saturer la terre sèche autour. Et c'est seulement après, une fois le trou vide, qu'on le remplit une seconde fois. Et c'est la vitesse de ce deuxième remplissage qu'on va mesurer. D'accord, c'est pour éviter que le résultat soit faussé par une terre très sèche qui boirait l'eau trop vite au début. Et alors les verdicts? Alors, il y a 3 cas. Si l'eau disparaît en, disons, moins d'une heure, c'est un excellent signe. Le sol est drainant. Ça, c'est le scénario idéal. Oui, si à l'inverse, après plusieurs heures, l'eau est toujours là, on est face à un sol lourd, compact. Asphyxion. Et le pire scénario, le no-go absolu, c'est si l'eau ne bouge pas du tout. Ou pire, si elle remonte. Là, ça veut dire qu'il y a une couche imperméable juste en dessous, ou Ou la nappe phréatique. directement. Donc si l'eau reste là comme dans une baignoire bouchée, c'est fuyez, pauvre fou. C'est l'image parfaite. Je me souviens d'une parcelle, elle avait l'air magnifique en surface. Pente douce, belle terre. Le test d'infiltration, ça a été la douche froide. L'eau n'a pas bougé en 24 heures. Ah oui, quand même. En creusant, on a découvert une ancienne piste de tracteur, compactée à 50 cm. Invisible. Sans ce simple trou, le projet était voué à l'échec. C'est une anecdote très parlante. Et maintenant que ce trou est fait, autant en profiter pour regarder à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y cherche? On regarde d'abord la structure. Est-ce que la pelle a rencontré des couches très dures, une semelle de labour par exemple, cette couche compactée par les engins?
C'est une vraie barrière pour les racines et pour l'eau. Ensuite, la couleur. La couleur. Oui. Et même l'odeur. Attendez, je n'aurais jamais pensé à sentir la terre. Ça sent quoi un sol malade? Oh, ça peut vraiment sauter au nez. Un sol sain, aéré, ça sent bon la terre. L'humus. Un sol en manque d'oxygène, un sol asphyxié, il a une odeur de vase, de marécage. D'accord. Une odeur de soufre parfois. Si ça sent le renfermer, c'est que les racines ne pourront pas y respirer. Et la couleur le confirme. Des teintes grises, verdâtres, bleutées. C'est ce qu'on appelle des conditions de glais. Le glais, donc si je comprends bien, c'est une sorte de cicatrice, la preuve visible que le sol a manqué d'air et que sa chimie a changé. C'est ça qui donne cette couleur. C'est exactement ça. C'est la preuve d'un engorgement chronique. Parfois, on voit aussi des taches couleur rouge. Ça, c'est le signe d'une alternance style, saturation en eau, puis aération. C'est un peu mieux, mais ce n'est toujours pas l'idéal. Ok, couleur, odeur. Mais en creusant, on peut aussi tomber sur un os. Quelle profondeur de terre est nécessaire? C'est un point clé. L'avocatier a besoin d'un bon volume de sol. Si à 40, 50 ou même 60 cm, votre pelle bute sur de la roche ou de l'argile compacte impénétrable, on dit que le sol est limitant. Et ce n'est pas forcément un no-go? Non, pas forcément, mais ça change tout. Ça veut dire que le projet devient plus compliqué. Et plus cher, j'imagine. Beaucoup plus. Ça oblige à travailler sur des buts, c'est-à-dire à surélever chaque arbre. Ça peut vouloir dire installer un drainage coûteux. On entre dans une autre dimension d'investissement. Il faut en avoir conscience tout de suite. Logique. Un autre obstacle, invisible, c'est la nappe phréatique. On a vu qu'on pouvait la deviner si l'eau remonte dans le trou. Il y a d'autres indices, non? Oui, la végétation très verte toute l'année. Mais l'astuce la plus fiable, c'est d'aller parler aux voisins. Ah oui. S'ils ont un puits, ils connaissent la profondeur de l'eau au mètre près. C'est une information en or. Si on vous dit que l'eau est à 2 mètres en été, méfiance. En hiver, elle peut remonter à moins d'1 mètre. En plein dans les racines. Voilà. J'aime bien cette idée de compléter l'analyse par une enquête de voisinage. Ça fait une transition parfaite vers la suite. L'investigation, la logistique. Parce qu'un terrain, ce n'est pas juste de la géologie, c'est aussi une histoire. Absolument. Il faut jouer au détective. Qu'est-ce qu'on cultivait ici avant? Des céréales qui compactent? Un vieux verger qui a pu laisser des maladies? Il faut aussi demander s'il y a eu des problèmes de dépérissement d'arbres. Et surtout, une question piège. Le terrain a-t-il été nivelé récemment? C'est une question piège. Un terrain bien plat, ça semble être un avantage, non? Ça peut être une catastrophe agronomique. Un gros nivellement, ça consiste à décaper la terre d'un côté pour la mettre de l'autre. On mélange tout, on détruit la structure naturelle, on crée des zones de compaction terribles. Donc un terrain qui a l'air parfait peut en fait être un sol complètement ruiné, pour des décennies. L'historique de l'irrigation aussi est important. Une eau un peu saline, utilisée pendant 20 ans, elle a pu charger le sol en sel. Toute cette enquête nous mène à l'ennemi public numéro 1, le fameux Phytophthora. C'est quoi exactement? C'est un oomycète, une sorte de micro-organisme qui se comporte comme un champignon. Et son mode de déplacement est aquatique. Ses spores nagent dans l'eau du sol pour infecter les racines. Ah, d'accord. C'est pour ça que la gestion de l'eau est la clé. C'est la clé de tout. Pas d'excès d'eau, pas de Phytophthora. Donc, les signaux d'alarme pour ce risque, ce sont tous les indices qu'on a déjà collectés. Exactement. C'est une synthèse. Si vous avez un seul lourd, 2. Des zones où la terre colle aux bottes, 3. La présence d'anciennes souches. Si vous cumulez ça, le risque est majeur. Très clair. Dernier point logistique, l'eau. Avoir une source, c'est bien, mais pouvoir l'utiliser efficacement, c'est autre chose. C'est fondamental. Il faut vérifier la distance entre la source et la parcelle. Ça conditionne le coût du pompage, il faut prévoir la filtration. Mais le point le plus important pour une culture moderne, c'est de pouvoir sectoriser l'irrigation. C'est-à-dire arroser différentes parties indépendamment, c'est sain. Et c'est vital pour lutter contre les coups de chaleur. En pleine canicule, on ne veut pas faire un gros arrosage qui sature, on veut faire des pulsations, de très petites quantités d'eau, très fréquemment, juste pour rafraîchir. D'accord, pour gérer le stress de la plante. Voilà, et ça, on ne peut le faire que si on peut piloter de petites zones les unes après les autres. Si la configuration ne le permet pas, c'est un vrai handicap. On a collecté une somme d'informations impressionnante, c'est le moment de tout mettre sur la table, c'est l'heure de la checklist finale, le go-no-go. Voilà, on fait la synthèse. Le terrain go, c'est celui qui coche les cases, pente douce, infiltration rapide, sol profond, qui sent bon, bref, tout ce qu'on a dit.
Et à l'opposé, le no-go, c'est le terrain où s'accumulent les problèmes. Le bas-fond qui amène le gel, la stagnation de l'eau, le phytophthora. C'est une cascade. C'est la meilleure façon de le voir. Un no-go, c'est une accumulation de signaux au rouge. L'eau stagne, le sol est gris et collant. Dans ce cas, la meilleure décision, c'est de renoncer. Tenter de corriger ça, c'est un puissant fond. Et entre les deux, il y a la zone grise, le OK, mais. C'est ça. Le OK, mais il va falloir travailler. Le terrain a du potentiel, mais il a un ou deux défauts. Un drainage un peu lent, une profondeur un peu juste. Et là, il faut chiffrer. Les buts, les apports. Et ce coût, on le réintègre au plan d'affaires. C'est ce calcul qui dira si le projet reste viable. Il ne faut surtout pas sous-estimer ce budget correction. Ces 10 tests forment donc une boîte à outils vraiment complète. On passe de l'observation à une analyse active qui donne des réponses concrètes. C'est une première étape, mais ce n'est que la première, n'est-ce pas? C'est la première moitié du diagnostic, la plus importante pour dégrossir. Elle permet d'éliminer des mauvais candidats sans dépenser 1 euro. La visite de terrain, c'est pour poser les bonnes questions. Et l'étape suivante, c'est d'aller chercher les réponses chiffrées. Exactement, au laboratoire, pour professionnaliser la décision. C'est là qu'on envoie des échantillons de sol et d'eau pour analyser le pH, la salinité. On passe de l'intuition éclairée à la donnée objective. Alors, on quitte le qualitatif pour le quantitatif. Et les deux sont absolument complémentaires pour prendre la meilleure décision. Pour finir, au-delà de la technique, cette approche soulève une question, je trouve. Est-ce qu'on doit chercher le terrain parfait qui correspond à notre projet, ou est-ce qu'on doit adapter notre projet au terrain qu'on a? La réussite, elle est peut-être là, dans la capacité à collaborer avec un lieu, à comprendre ses forces, ses faiblesses, plutôt que de vouloir lui imposer une idée à tout prix.